Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire une petite annonce. Alors, ce n'est pas du tout un partenariat ni quoi que ce soit, mais j'aimerais vous parler de quelque chose de très important. Ma compagne va ouvrir très prochainement, je n'ai pas encore la date précise au moment où je tourne, si c'est le cas, je vous le mettrai ici. Ma compagne ouvre très prochainement une librairie sur Limoges, une librairie spécialisée littérature de l'imaginaire. Ça s'appellera Le Bestiaire de Paul et vous y trouverez tout un tas de littérature de l'imaginaire, que ce soit de la fantaisie, du fantastique, de la jeunesse, etc. Je sais que j'ai une petite communauté, j'ai quasiment pas d'abonnés, mais je voulais quand même en parler. Ça permettra, elle, de la soutenir dans son projet. C'est un projet qui lui tient énormément à cœur. C'est une très grosse lectrice et c'est son rêve depuis toujours d'ouvrir sa librairie. Je trouve aussi que c'est important, et je m'adresse à vous parce que je me doute que si vous aimez Harry Potter, vous aimez très probablement tout un tas de littérature de l'imaginaire, que ce soit Le Sorceleur, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, Percy Jackson, etc. Je pense que ça peut vous intéresser. Voilà, je vous ai pris un tout petit peu de votre temps. N'hésitez pas vraiment à aller soutenir, même si vous ne pouvez pas participer financièrement. Allez vous abonner à son Instagram, à son TikTok, allez la soutenir sur les réseaux sociaux, ça lui fait grandement plaisir et je vous remercie par avance du soutien que vous lui apporterez. Maintenant, on passe à la vidéo. Chose promis, chose due. Aujourd'hui, on attaque la deuxième partie de la rétrospective jeux vidéo Harry Potter. On va commencer cette deuxième partie avec Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, sorti en 2004 sur console de salon, PC et console portable. Je vais commencer par la version que je n'ai pas, c'est-à-dire la version Game Boy Advance. Alors la version Game Boy Advance, ça reprend tout simplement le même principe que les deux premiers jeux sur Game Boy Advance, à savoir un genre d'action RPG, même si on commence à être un peu plus sur le jeu d'action-aventure. On suit la même trame scénaristique que le film, que le bouquin. On reste encore, pour cet épisode-là, pour le prisonnier d'Azkaban, sur un esprit comme sur les deux premiers jeux. Je m'explique. Sur les deux premiers jeux, on avait quelques éléments du film qui venaient ponctuer l'aventure, à savoir certains logos, certains vêtements de personnages, certaines apparences physiques, etc. mais qui empruntaient quand même beaucoup plus au livre qu'au film. C'est le cas aussi avec cet épisode du prisonnier d'Azkaban, simplement il emprunte encore plus au film sur l'aspect esthétique, mais il emprunte quand même beaucoup au livre sur le point de vue de la trame scénaristique. Donc comme je disais, sur la version Game Boy Advance, on est sur un action RPG plus maintenant action-aventure qu'action RPG. Il délaisse un peu les côtés RPG pour se concentrer sur vraiment le côté aventure, action. C'est un jeu qui a amélioré la recette des précédents, tout en restant quand même assez accessible. C'est pour ça que je dis qu'il a laissé de côté le côté RPG, c'est simplement pour le rendre un peu plus accessible au grand public. La version PS2, sortie également en 2004, reprend la même formule que l'École des Sorciers et la Chambre des Secrets, en l'améliorant quelque peu. Petit changement à noter, on ne peut pas voler en balai autour de Poudlard, mais c'est remplacé par le vol à dos d'hippogriffe, qui reste tout aussi sympa, bien qu'un peu plus massif et donc forcément bien moins fluide et fin que le Nimbus, mais ça reste quand même assez super. La grosse nouveauté de cet épisode pour le prisonnier d'Azkaban, c'est la possibilité de jouer non pas seulement Harry, mais de jouer aussi Ron et Hermione. L'avantage de ce système, c'est que vous allez pouvoir avoir chaque personnage qui a sa propre spécificité. Harry par exemple va pouvoir détecter certains endroits avec la carte du maraudeur, Ron va pouvoir lui utiliser certains sorts que Harry n'a pas, Hermione elle par exemple est moins forte physiquement mais va avoir plus de facilité à résoudre des énigmes, etc. Ça apporte un peu de nouveauté dans le gameplay et c'est plutôt sympa. La version PC, quant à elle, reprend également la même formule que les versions PC de l'École des Sorciers et de la Chambre des Secrets. Simplement, comme je disais un peu précédemment, ça reprend beaucoup plus l'esthétique des films, mais ça suit toujours la trame scénaristique des livres. On reste sur un jeu bien plus plateforme que la version PS2 et la version Game Boy Advance, avec beaucoup plus de collecte d'objets, les dragées, etc. C'est un jeu qui reste très sympa. J'ai peu d'expérience sur celui-ci et sur la version Game Boy Advance. J'ai plus d'expérience sur la version PS2 qui m'a un peu plus marqué, qui reste très sympa. La formule pour celui-ci a été quand même bien affinée, bien améliorée. Les graphismes sont très jolis. Le doublage est quand même
un peu plus qualitatif et moins cringe que les deux premiers. On pourrait pas enfermer ce monstre. Maintenant, il va falloir que je retrouve Kruta. En revanche, côté défaut, on peut noter toujours une caméra un peu aux fraises dans certains combats et un dernier niveau, mon dieu, d'une difficulté abyssale. Je veux pas spoiler, bon après c'est pas vraiment un spoil plus de 20 ans après la sortie du jeu, mais le dernier niveau, où vous devez sauver Sirius de l'attaque des détraqueurs, mon dieu mais quel enfer! On va continuer avec Harry Potter et la Coupe de Feu sortie en 2005 sur toutes ces consoles-là, donc console portable, console de salon et PC. C'est sur cet épisode-là qu'on va constater un grand changement et je vais vous l'expliquer. C'est avec cet épisode-là que malheureusement on bascule grandement dans le jeu vidéo à licence et donc dans le jeu vidéo qui perd en qualité. Avec cet épisode-là, on perd le côté chaque jeu est différent. Vous savez, je vous ai expliqué que pour les versions précédentes, chaque jeu était développé par un studio différent. Non Wonder pour les versions PC, vous avez aussi Argonaut Software pour les versions PS2, etc., etc. Simplement, pour celui-ci, pour la Coupe de Feu, on passe sur le même studio pour toutes les versions. Donc fini les versions différentes à chaque épisode. Là, que ce soit la version PC, que ce soit la version PS2, que ce soit la version Xbox, vous avez le même jeu. Dans un souci en fait d'uniformité, entre guillemets, j'ai envie de dire, du jeu. Moi je trouve qu'on y perd très sincèrement. Personnellement je les ai sur quasi toutes les consoles. J'ai pas montré la version PSP à l'écran, que voici. Mais en fait, pour le coup, moi je me rappelle qu'à l'époque j'avais acheté la version Game Boy Advance et Nintendo DS en me disant ça va être un jeu différent, je vais peut-être avoir un genre d'action RPG pour la Game Boy Advance et je sais pas moi, un jeu de plateforme par exemple pour la version DS. Pas du tout. C'est exactement le même jeu à ceci près que la DS a le mérite d'apporter ce côté écran tactile. Ça c'est une petite fonctionnalité que forcément vous n'avez pas sur la version Game Boy Advance et qui rajoute une petite immersion quand même. Malgré tout, vous avez ce côté très générique en fait du jeu. Ce qui va changer surtout, c'est les graphismes. Les graphismes restent différents d'une version à l'autre, forcément ça va être un peu plus joli sur PC et PS2, un peu moins beau sur PSP. A noter tout de même que la PSP s'est vue amputée d'un niveau par rapport à la version PC et PS2, qui est tout simplement le niveau de la salle de bain des préfets, qui n'est pas présente donc sur la version PSP, mais qui est présente sur la version PS2, PC. J'ai pas le souvenir de si elle est présente ou pas sur la version DS ou Game Boy Advance. Je regarderai ça au montage et je vous mettrai une petite note si c'est le cas. Pour le coup, on est face à des jeux là totalement action-aventure. Pas de monde ouvert, c'est du niveau linéaire. Vous avez un système de bouclier à récolter pour compléter les niveaux et passer au suivant. Alors ça, j'avoue que pour moi c'est une hérésie. Devoir collecter des objets pour pouvoir avoir le mérite de passer au niveau suivant, je ne comprends pas le système. Surtout que c'était quand même des fois assez frustrant. Vous deviez refaire en fait les niveaux un nombre incalculable de fois parce que à certains moments vous n'aviez pas les bons sorts disponibles, donc vous ne pouviez pas accéder à certaines zones où il y a les boucliers en question. Ce qui fait que du coup vous faites un niveau, vous débloquez quelques boucliers, quelques cartes, etc. Mais c'est tout. Vous passez au niveau suivant, vous vous rendez compte que ah ben mince, je vais pas avoir assez de boucliers pour passer encore au niveau d'après. Donc j'ai débloqué un nouveau sort, donc il faut que je refasse le niveau d'avant, etc., etc. C'est extrêmement frustrant. On peut jouer Harry, Ron, Hermione en fonction des niveaux, etc. On peut choisir lequel nous plaît le plus. Alors au début ça n'a pas vraiment d'incidence, mais comme vous avez des cartes à récupérer dans le jeu, les cartes sont attribuables qu'à certains personnages. Harry peut avoir certaines cartes de sorts que Ron n'aura pas, que Hermione n'aura pas, et inversement. Ce qui fait qu'il y a un petit côté stratégie que vous devez mettre en place pour vous dire, là ce sera peut-être mieux si je joue Ron pendant ce niveau-là plutôt que Hermione ou Harry. Voilà. C'est vraiment cette nouveauté qui est assez agréable, enfin pas cette nouveauté, mais cette amélioration qui est plutôt sympa. Après, ça reste un jeu à licence, ça reste un jeu commande, et ça, on le ressent vraiment sur cet épisode-là. On va terminer cette partie avec Harry Potter et l'Ordre du Phénix, sorti en 2007 sur PC, console de salon et console portable. Alors, pour ce qui est de cet épisode-là, on reste sur du jeu à licence, c'est-à-dire que là, ça suit totalement la trame des films, l'esthétique des films également.
mais pour le coup, je trouve qu'il s'en sort beaucoup mieux que la coupe de feu. Moi j'ai commencé avec la version PSP, on retrouve le monde ouvert, le Poudlard des films qui est immense à explorer. Vous avez un genre de carte du maraudeur qui vous permet un peu de vous repérer. Seul gros défaut de cette exploration en monde ouvert, vous n'avez pas de point de téléportation, comme il y a pu y avoir dans Hogwarts Legacy avec la poudre de cheminette. Simplement, ça rend un peu l'exploration laborieuse, parce qu'il faut tout se taper à pied, et il faut reconnaître que Harry est pas très rapide. Même quand vous courez, ça reste quand même un peu lent. Malgré tout, je trouve qu'il y a une atmosphère dans ce jeu qui est vraiment sympa. Vous avez des petites missions secondaires, des mini-jeux, etc. qui viennent ponctuer un peu l'aventure, qui se trouve être vraiment sympa pour le coup. Mention spéciale à la version Wii qui, je trouve, utilise très bien la Wiimote. On peut utiliser la Wiimote justement pour faire des tours de baguette, etc. D'ailleurs, ce concept-là sera un peu plus poussé dans Le Prince de Sang Mêlé, où on fera des potions, etc. Mais je vous en parlerai dans la prochaine partie. Et tout simplement, là par contre, vraiment, que ce soit la version PC, Wii, PSP, peu importe, là on est vraiment sur le même jeu. Hein. C'est vraiment, on est sur la même chose. La version Game Boy Advance est forcément un peu retravaillée parce que on ne peut pas avoir les mêmes graphismes même qu'une PSP sur une Game Boy Advance, mais on reste vraiment pour le coup sur le même jeu. C'est le jeu de commande en fait, hein, tout simplement. Là on reste, et malheureusement ça va pas aller en s'améliorant. On est vraiment sur un jeu de licence comme on a connu, qui ont malheureusement, c'est ce genre de jeu là qui ont malheureusement entraîner la chute des jeux qui sortent en même temps que les films. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Je veux dire, vous n'avez plus de jeux vidéo qui accompagnent la sortie des films. À l'époque, c'était monnaie courante, c'est-à-dire que Harry Potter avait son jeu, Le Seigneur des Anneaux avait son jeu, les James Bond avaient leur jeu, etc., etc. Vous avez vraiment tout un pan de l'histoire du jeu vidéo où quand vous aviez un film qui sortait, vous aviez obligatoirement le jeu qui l'accompagnait. Ça faisait partie vraiment des stratégies marketing de l'époque pour vendre un film en fait. Et malheureusement, avec ces jeux-là, à partir de la coupe de feu, on sent que ce n'est ni plus ni moins qu'un produit dérivé et plus vraiment une œuvre à part entière malheureusement. Voilà, j'en ai fini pour cette deuxième partie. J'espère, comme d'habitude, qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un pouce bleu, etc. Vous abonner, mettre la cloche, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel jeu vous préférez Harry Potter. Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti, à partir de la coupe de feu, qu'on avait quand même une chute dans la saga de jeux vidéo Harry Potter? On se retrouve bien entendu très rapidement pour la troisième partie de cette rétrospective jeux vidéo. C'était Alexandre de Potter Plus. Sortez! Allez-vous-en!